Thank you very much. Good morning, everyone. And thanks a lot to both Merci à Vincent. Vincent et Sarah de nous avoir invités à ce webinaire d'aujourd'hui. Donc, voici ma présentation. Comme vous l'a déjà mentionné Vincent, je vais vous parler de l'intelligence artificielle, euh, les aspects prometteurs et les menaces de l'intelligence artificielle pour l'avenir du travail. Donc, tout n'est pas inscrit dans la pierre. Cela dépend de comment nous en servons de manière éclairée à travers nos décisions conjointes. D'ailleurs, c'est au cœur du travail de l'OIT, une organisation tripartite basée sur le dialogue social. Donc, étant donné l'intérêt porté sur l'intelligence artificielle, particulièrement cette dernière décennie, son impact sur euh, les emplois et de la perte du nombre d'emplois euh, dû aux technologies, il en va de même pour l'AI. Donc, ce n'est pas vraiment euh, l'AI en soi, mais comment l'IA va remplacer certains emplois. Donc, ce dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, ce sont deux tendances. Première tendance concernant euh, le développement de l'IA et les travailleurs invisibles qui alimentent les produits et outils IA dans les chaînes logistiques, et ensuite les pratiques algorithmiques qui utilisent les outils ou processus décisionnels de l'IA sur le lieu du travail, ce qui présente des risques pour les travailleurs. Donc, c'est là on parlait. Donc, je vais vous parler de ces deux tendances-là et ensuite vous parler des questions de politique euh, dont nous devons tenir compte dans notre travail futur. Donc, concernant le développement de l'IA, est-ce que nous nous sommes posé la question de savoir comment ces systèmes ont été développés? Il y a de nombreux travailleurs invisibles qui participent à ce processus. Donc, ici, vous voyez le travail de Tubaro et Coville, basé à Paris. Et ce que vous pouvez voir dans cette image à l'écran, c'est que de- c'est qu'il y a une phase de préparation de l'IA au cours de laquelle les données générées sont annotées par des travailleurs de par le monde entier. Euh, donc, lorsque l'on parle d'IA et d'apprentissage par les machines, on parle beaucoup de données. Ces données ne sont pas toujours triées, organisées, et de ce fait, il est assez compliqué euh, de, de comprendre ces données. Ce n'est que lorsque les données ont été annotées, triées, nettoyées, qu'on peut les utiliser pour la modélisation, pour les algorithmes cet apprentissage automatique par les machines. Ensuite, les données doivent être peaufinées encore plus, triées de manière encore plus détaillée. Et ce sont des humains qui s'en occupent. Donc, il y a ceux qui préparent l'intelligence artificielle et ceux qui vérifient ces données. Donc, il y a beaucoup de personnes derrière tout cela, des informaticiens qui euh, s'occupent de ces modèles, qui développent ces algorithmes. Quels sont ces travailleurs qui travaillent et qui font ce travail invisible? Ils viennent de plateformes de micro-tâches. Euh, Ces plateformes sont souvent dans des pays en développement. Il y a ensuite les fournisseurs, euh, les, de- ou les travailleurs qui s'occupent de l'annotation de ces données. Euh, Nous n'en sommes pas encore à un stade où ces deux processus peuvent se faire de manière automatique. Donc, je vais vous parler des deux systèmes que nous avons et par rapport à ces systèmes, je vais vous donner des exemples pour que vous compreniez de quoi nous parlons.
lorsque nous parlons de système IA. Donc ici, vous avez un exemple Appen qui n'est plus sur le site Appen. Depuis que j'ai pour la première fois utilisé cette image dans mes présentations, mais nous avons sauvegardé cette image dans nos archives, c'est de date de février de cette année. Donc, vous voyez les solutions développées, hein, capacité de recherche, etc. Donc, des données brutes sont utilisées ensuite, transformées par différents travailleurs et utilisées pour l'évaluation des différents modèles. Et c'est utile pour de différents services. Nous en parlerons tout à l'heure avec des exemples. Donc, ce qui est intéressant, c'est que l'on parle de services dans plus de 200 langues. C'est épatant. Souvent, on voit les systèmes IA qui fonctionnent de manière très souple, qui nous permettent de résoudre de nombreux problèmes. Euh, mais donc on parle de modèles de livraison, euh, des équipes internes, du client, des équipes avec lesquelles le client travaille. That they have a 1 million de travailleurs de 170 pays parlant 290 langues, et ces travailleurs incluent des étudiants, des professeurs, des éducateurs, des parents, des docteurs, des vétérans, des joueurs. Et ceci vous donne une image assez précise sur le fait qu'un système d'IA implique toute une série de travailleurs pour faire fonctionner le système. Alors, un exemple maintenant, les véhicules autonomes. On en parle beaucoup ces jours-ci, beaucoup d'avantages, beaucoup de promesses qui sont faites sur la façon d'entrer dans ce monde de véhicules autonomes. Ça se passera sans doute dans les pays du Nord, mais sans doute pas dans les pays du Sud. En tout cas, pas de façon globale. Si je regarde l'Inde, eh bien, je vois très peu de véhicules autonomes, étant donné le type de trafic ou de circulation que nous connaissons. Mais même pour ces véhicules autonomes, vous avez besoin d'un étiquetage de données. C'est l'annotation dont j'ai parlé tout à l'heure. Ces données doivent être organisées. Et puis, vous avez l'apprentissage machine, ce qui vous permet de créer, de fabriquer ces véhicules autonomes. Alors, une grande partie du véhicule est autonome, mais il y a également des mécanismes de contrôle. Et donc, ce sont des véhicules qui sont très souvent contrôlés à distance. Je ne vais pas parler de cela, mais je vais vous parler plus précisément de ces véhicules autonomes. Dans la réalité, comment les véhicules deviennent-ils autonomes? Eh bien, en s'appuyant sur des algorithmes d'apprentissage automatique qui nécessitent de grands ensembles de données brutes. Les ensembles de données brutes peuvent être des images, des vidéos, des fichiers audio ou des textes qui sont annotés à l'aide d'outils conçus spécifiquement pour l'annotation des données afin d'identifier les attributs et d'ajouter des métadonnées. Ça peut être une image ou autre chose. Et donc, tout ce travail n'est pas fait par les constructeurs de véhicules autonomes. Il y a beaucoup d'externalisation de ces tâches pour la classification d'images, pour la détection d'objets ou de repères, ou l'étiquetage des images de piétons, de chiens, de feux de circulation, d'autres véhicules classés, étiquetés et détectés. Et ce que vous voyez à droite, c'est le fait que les annotateurs de données transforment des données brutes en données d'apprentissage, c'est-à-dire en données qui peuvent être encodées dans un modèle d'apprentissage automatique. Ça peut se faire en 2D ou en 3D. Et donc, ces annotateurs de données jouent un rôle très important puisque ça devient des données d'apprentissage, des données qui peuvent être codées dans un modèle d'apprentissage machine. Et c'est comme ça que les véhicules autonomes fonctionnent. Deuxième exemple, c'est qu'il faut une catégorisation, un repérage et un polygone. Voilà un exemple de la façon
dont ça se passe. Et donc, tracer des caractéristiques dans les données, la catégorisation de produits sur les plateformes de commerce électronique. Vous êtes à la recherche d'un produit et vous voyez que tout est très bien organisé. Les catégories sont clairement énoncées. Et donc, on peut présumer que c'est un algorithme qui le fait, mais en réalité, non. Il y a des humains derrière tout cela qui sont responsables de cette organisation. Et pour ce qui est de la reconnaissance faciale, eh bien, il faut tracer des caractéristiques dans les données, telles que les yeux et le nez, dans une image utilisée pour la reconnaissance faciale. Et ça, c'est un être humain qui le fait. Et puis, il y a le terme de polygone qui est utilisé, le contour des sommets les plus élevés au point de l'objet cible pour relever ses arêtes. Les polygones sont utilisés lorsque les objets ont une forme irrégulière, comme les maisons, les terrains ou les détails topographiques. Deuxième exemple, modération du contenu. Le Web 2.0 est souvent dépourvu de matériel répréhensible, tel que des images pornographiques ou violentes, des discours haineux. Et là, la réalité est très différente. Ce n'est pas l'IA qui s'occupe de cela. Évidemment, il y a certaines tâches qui sont automatisées. Et donc, 90% est automatisé, 10% non. Et là, ce sont les réviseurs humains qui interviennent. Les grandes entreprises technologiques modèrent le contenu en l'externalisant dans les pays en développement dans le cadre d'initiatives de RSE, OIT 2021. Et donc, pour réduire les inégalités, pour créer de l'emploi, voilà certains arguments qui sont avancés. Et donc, les pays en développement, évidemment, assument ces tâches, puisqu'il y a là-bas la question de l'emploi. Et donc, on cherche à savoir également où l'on peut étendre ses activités lorsqu'on est une entreprise occidentale. Et donc, les entreprises de BPO en Inde, eh bien, on les entend dire qu'ils agissent comme un pare-feu, un gardien ou un chien de garde pour l'Internet, pour la modération du contenu. 90% de ces travailleurs sont des diplômés ou des diplômés de troisième cycle ayant des compétences en ingénierie et en informatique. Et donc, c'est des gens qui nettoient le contenu, souvent des très doués en ingénierie et en informatique. Je voulais souligner cela. Et donc, ces travailleurs passent au crible des milliers d'images de ce type et prennent des décisions sur la base des instructions qui leur sont fournies. Est-ce que tous les travailleurs ont raconté, c'est ce que nous avons eu, avoir regardé des contenus pornographiques, des agressions, des mauvais traitements infligés à des animaux, des suicides en direct selon le contenu? La fréquence des contenus psychologiquement pénibles peut être très élevée. Et donc, lorsqu'on utilise le Web 2.0, on veut évidemment quelque chose qui soit propre. On ne veut pas être soumis à toutes ces images violentes. Mais il y a des travailleurs qui sont responsables du nettoyage du web. Il y a un documentaire qui a été réalisé par deux Allemands sur cette question. Ça a été tourné dans les Philippines. Et donc, des images de décapitation. Et évidemment, les réalisateurs de ce documentaire ont été fortement marqués. On pourrait penser que c'est un phénomène transitoire, que des algorithmes seront développés et que ce 10% qui est réalisé par des réviseurs humains, eh bien, sera fait de façon automatique. Et si l'on regarde le rapport de transparence de Google 2023, on voit que les réviseurs humains ou modérateurs de contenu jouent un rôle clé dans la modération du contenu chez Google. Par exemple, les algorithmes ne peuvent pas toujours faire la différence entre un discours haineux et une comédie provocante. Et ça, c'est évidemment un problème. Et il y a beaucoup d'exemples qui montrent la façon dont il est très difficile d'identifier ces messages dangereux et de les supprimer du web. Et donc, ChatGPT et OpenAI, une autre frontière pour les travailleurs invisibles qui s'attaquent à la toxicité de la technologie, crainte de voir
Generative AI, ChatGPT remplacer les travailleurs du savoir, augmentation ou automatisation, remplacer des tâches routinières ou répétitives. Et ce que n'est pas souvent très bien compris, c'est qu'il ne s'agit pas uniquement du web de zéro. Il y a beaucoup d'images sur le dark web et qui doivent également être supprimées. C'est un énorme travail qui sera sans doute réalisé par le biais de l'intelligence artificielle. Et Billy Perigo, 2023, a écrit un article sur cette question dans le magazine Time. Et donc, dans cet article, on voyait que les travailleurs étaient payés moins de 2 dollars américains par heure pour filtrer le contenu toxique des données et certains d'entre eux ont subi des expériences traumatisantes en raison de cette exposition. Les travailleurs kenyans avaient l'habitude de s'attaquer aux problèmes de toxicité tels que les réactions violentes, sexistes ou racistes. Produits pilotés par l'IA tels que les aspirateurs robots. Et donc, vous savez que grâce à ces robots, eh bien, on peut tondre son gazon, notamment. Et on pense que ce sont des algorithmes qui font tout cela, mais en fait, il y a un mécanisme d'alimentation des données qui est nécessaire. C'est une étude qui a été réalisée à Paris par des collègues parisiens. Ils ont vu qu'une micro-employée brésilienne a passé 2 jours à déplacer les crottes de son chien, a pris plus de 250 photos dans sa maison afin de générer des données d'entraînement pour un aspirateur destiné à éviter les excréments d'animaux tout en étant payé que quelques centimes pour chaque photo. Donc, payer que quelques centimes pour chaque photo. Donc, c'est plein de promesses, mais il y a des risques. Est-ce que l'on comprend effectivement ce qui se passe? Et ces produits automatisés, ces outils automatisés, on ne sait pas toujours comment ils sont créés, euh, même si on les utilise quasi quotidiennement. Et dans notre rapport de 2023, on a examiné la question de l'assistant virtuel, utilité d'une intelligence artificielle pour les services de secrétariat. On n'aime pas gérer son agenda, on aime pouvoir utiliser des outils qui sont disponibles pour gérer son agenda. Et donc, il y a eu cette idée tout à fait extraordinaire que l'on pouvait réaliser cette tâche par le biais de l'intelligence artificielle. Et donc, un investissement de 11 millions de dollars US en 2014 a été levé suite à leur proposition. Et donc, un service de planification qui coordonne quand ou comment les candidats rencontrent des recruteurs et des intervieweurs en moins de 45 minutes, ou pour planifier votre calendrier et propose des formules d'abonnement de 99 à 399 dollars. Il y a beaucoup de personnes qui ont acheté cela et donc l'entreprise a décollé, mais on ne sait pas généralement qu'il n'y avait pas d'outils IA et pas d'automatisation au départ. Dans la phase 1, tout était fait par l'homme, exclusivement par l'homme. Donc, quelques amis dans un appartement à San Francisco. Et donc, 3 personnes, en fait, et qui faisaient toutes les interviews, qui géraient les calendriers. Et ce n'est seulement qu'après cela, que l'on a commencé à travailler sur la phase 2, c'est-à-dire l'interaction homme-machine. Et le résultat final, c'est que ça fonctionne comme une approche human in the loop, être humain dans la boucle, utilisant des travailleurs de plateforme ou de centres d'appel ou s'engageant directement avec des travailleurs par les pays en développement. Et il faut savoir que cet outil, aujourd'hui, outil doté d'une IA, eh bien, fonctionne comme une approche humain dans la boucle. Et on a bien précisé que c'était un outil non pas doté d'une IA uniquement, mais également actionné par l'être humain. Donc, on se pose
beaucoup de questions sur savoir quelle est la part de l'intervention humaine lorsque l'on parle d'automatisation, d'assistants virtuels, d'outils dotés d'une IA pour les services de secrétariat. Il y a beaucoup d'exemples de ce type. Et, le dernier exemple, c'est les outils de surveillance ou de sécurité automatisés. Ça, c'est un système très intéressant qui est utilisé dans un certain nombre de supermarchés en France. Et ce qui était très choquant, All that they were using is c'est qu'ils utilisaient des systèmes de surveillance. On surveillait les magasins à distance en France, mais on les surveillait en fait depuis Madagascar, depuis l'Inde. Et donc, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de travailleurs indiens qui étaient responsables de ces tâches. Et donc, nous surveillons ces magasins à distance pour vérifier qu'il n'y a pas de vol. Nous avons suivi une longue formation pour maîtriser cette tâche et ce travailleur a dit, pour moi, c'est comme une surveillance, comme un gardien ou un agent de sécurité à distance pour prévenir toutes sortes de vols qui peuvent se produire dans un magasin avec très peu d'IA. Et donc, on parle de quoi quand on dit IA, intelligence artificielle? Je pense que le moment est venu de savoir quel système d'intelligence artificielle nous utilisons. Voilà une enquête qui a été menée en 2017. Nous avons vu que de nombreux travailleurs étaient très éduqués, notamment dans les pays en développement, et donc souvent des diplômés, titulaires de maîtrise ou de doctorat dans le domaine euh, des sciences sociales, de l'économie, des technologies de l'information. 58% dans les domaines STEM, formés dans des domaines spécialisés. Et nous avons examiné la situation pays par pays. Et donc, nous avons vu que la situation en Inde était très proche de celle au Kenya. Et donc, il y a la vérification, l'enregistrement, la modération du contenu, la collection de données, la catégorisation, les différentes tâches que vous avez ici à l'écran. Et pour ce qui est de toutes ces tâches de IA, vous voyez qu'il y a un revenu horaire de 1 à 2 dollars. Il n'y a pas de canaux de communication sur ces plateformes. Il y a un phénomène de rejet et ce n'est pas que vous ouvrez votre ordinateur et vous trouvez une telle tâche très facilement et un employeur qui peut vous employer. Ça ne se passe pas aussi facilement en fait. Et donc, nous avons regardé ces entreprises BPO, AIBPO, selon les pays. Et donc, il était assez choquant de voir que ces travailleurs gagnaient 2 fois moins que les travailleurs du secteur traditionnel. Pour ce qui est de la formation et de la notation, eh bien, le salaire était très faible. Et en Inde, nous avons regardé le salaire mensuel et le salaire horaire. Et nous avons vu que les salaires étaient très faibles pour ce qui est du salaire mensuel. Et étant donné le niveau d'éducation, c'est bien en dessous de ce que ces personnes devraient gagner en fin de mois. Et ce sont des gens qui ont souvent des familles, qui veulent vivre une vie décente. Et c'est très difficile pour ces personnes-là. Donc, je vous montre ces chiffres pour vous dire que ce salaire mensuel, c'est 400 dollars. Évidemment, c'est un très petit montant pour des entreprises qui sont basées aux États-Unis. Et donc, pour un salaire payé aux États-Unis, eh bien, vous avez la possibilité d'employer non pas une personne, mais 10 personnes en Inde. Et c'est pour cette raison que ces activités s'étendent en Inde et au Kenya notamment. Alors, il y a des considérations morales et éthiques. Le développement de l'IA est soutenu par des travailleurs invisibles dont les conditions de travail sont médiocres, ce qui crée un atelier clandestin de main-d'œuvre numérique éduquée. Sweatshop. Et ça, nous le savons très clairement. Et la modération de contenu, le recours à des travailleurs invisibles pour supprimer les contenus toxiques a des répercussions psychologiques considérables, comme je l'ai dit tout à l'heure.
Alors, il y a eu quelques réponses préliminaires des syndicats de travailleurs, mais il reste beaucoup à faire sur comment traiter ces différentes questions. Alors, je terminerai cette première tendance en évoquant quelques questions concernant la transformation structurelle ou le développement sociétal dans le cadre d'une économie en développement. Qu'est-ce que cela veut dire pour ces économies en développement? La transformation structurelle ou le développement sociétal dans de nombreux pays. Vous voyez de nouveaux emplois numériques qui apparaissent, mais ces emplois, en fait, ne sont pas des débouchés pour entrer dans des secteurs profitables, notamment la fabrication. Et donc, ce sont des secteurs qui restent très mal payés. Et ces entreprises BPO, et donc, cherchent évidemment à trouver des solutions. Il y a la question de l'accès au travail, il y a la question de la protection sociale pour ces différents travailleurs. Et en fait, nous voyons que ces travailleurs sont mal protégés. Beaucoup de promesses, beaucoup de gains. Et pour le nord global et non pas pour le sud global, alors l'IA générative permet évidemment d'améliorer la productivité de certaines entreprises et de certains travailleurs du nord et du sud, mais à quel coût? Il y a de nouvelles formes d'exploitation et d'inégalité qui sont créées. La question plus générale est de savoir ce que tout cela signifie pour le processus de développement économique et social dans les pays en développement. Et est-ce qu'il y a un effet de diffusion ou de débordement? Je vais m'arrêter là au sujet de cette première tendance et maintenant j'aimerais vous parler d'un deuxième sujet, la gestion algorithmique sur les plateformes numériques de travail. Dès que nous parlons de gestion algorithmique, notre attention porte sur les plateformes numériques et qu'est-ce que c'est? D'ailleurs, c'est l'utilisation de données et de systèmes basés sur les données pour prendre des décisions, allouer des ressources et gérer les flux de travail. Donc, allocation et direction, surveiller les travailleurs et évaluer et discipliner. Ça avait des implications pour l'accès au travail, l'instabilité des revenus et la désactivation des comptes. Ce que l'on sait moins, c'est que la gestion algorithmique existait avant ces plateformes numériques. Et si vous regardez l'évolution des technologies, vous vous en rendez compte. Et j'aimerais donner deux exemples de ce phénomène et d'autres seront présentés lorsque je parlerai des études de cas. J'aimerais dire tout d'abord que certaines de ces technologies étaient utilisées pour la traçabilité des marchandises. Et aujourd'hui, les mêmes outils sont utilisés de manière improvisée pour surveiller les travailleurs. Deuxièmement, dans le secteur manufacturier, surtout le secteur automobile, qui est un précurseur du développement des technologies, l'on avait déjà une construction automatisée dans les années 80. On pouvait maîtriser les machines et suivre les marchandises et les personnes. Il y avait beaucoup d'externalisation dans le monde. Le deuxième domaine qui voit le jour, ce sont les centres d'appel. Là, dans le Nord, surtout aux États-Unis et le Royaume-Uni, on en avait grand besoin. Les travailleurs étaient situés surtout en Inde et aux Philippines. C'était là où était le plus grand nombre de ces centres d'appel. Mais comment contrôler le travail qui est fait dans ces endroits? C'est ce qui a engendré la connexion en réseau des ordinateurs entre ces deux parties du monde et c'est ainsi
que dans les années 90, on a introduit la surveillance des travailleurs. On écoutait le travailleur et on lui donnait des retours sous forme de formation dans un premier temps et ensuite pour évaluer les performances. J'aimerais faire deux autres commentaires à ce sujet. Dans le secteur logistique, on utilise le ERP et les systèmes d'information dans les années 80 et 90. Tout cela a été transformé de tout sur les lieux de travail, également dans le domaine des soins de santé. Nous avons regardé les études de l'OIT avec un autre centre. Nous avons étudié la logistique et l'OIT a également étudié l'électronique en Malaisie et d'autres domaines. Nous nous focalisons sur la coordination et le flux de travail et nous avons suivi une approche d'étude de cas. C'était notre méthodologie. J'aimerais dire que dès que l'on passe d'une plateforme numérique à un lieu de travail physique, les outils, le nombre d'outils dont vous avez besoin s'accroît. Et il devient important d'élargir la réflexion conceptuelle sur ce qu'est un processus de prise de décision automatisé ou une gestion algorithmique sur ce lieu de travail. Ce ne sont plus uniquement des procédures informatiques, mais c'est la technologie spécifique et générale. Par exemple, pour la surveillance et les montres intelligentes, il y a un certain contrôle et pression sur les travailleurs dans ces secteurs. Nous avançons aussi l'argument suivant. Il y a des technologies qui ne sont pas conçues pour ces fonctions de coordination, mais pour d'autres fins, mais qui pourraient avoir des répercussions sur l'organisation du travail et sur la surveillance numérique. Si l'on étudie les algorithmes que l'on utilise pour étudier les flux de patients dans les hôpitaux, cela peut avoir un impact sur les résultats pour le patient, mais aussi le travail des professionnels de la santé. Et cela peut engendrer une certaine pression, stress pour les travailleurs. Les secteurs qui nous intéressent présentent un grand nombre d'outils, mais il est important de tenir présent à l'esprit que nous avons des technologies spécifiques et de technologies générales qui, ensemble, exercent ce contrôle et ont les répercussions sur les travailleurs dont nous parlons. Vous avez les diapos, vous pourrez les étudier dans le détail. J'aimerais parler maintenant d'un secteur qui vous est familier. Il s'agit de la logistique. Je vais parler de certaines étapes dans ce secteur, simplement pour illustrer comment les pratiques de gestion évoluent au sein des sociétés de logistique. Alors, si l'on parle de conditionnement d'emballage, on a les scanners, on a la bande transporteuse, les appareils portatifs ou portables et les véhicules. Ce qui est important, c'est que certains de ces outils existaient auparavant. La différence est que aujourd'hui, ces outils sont connectés à différents systèmes, le ERP, la gestion de données, la gestion des transports, gestion d'entrepôts. Il y a énormément de collecte de données qui a un impact sur la traçabilité de la marchandise et du travailleur. Donc, vous avez un véhicule automatique qui remplace un certain nombre de tâches physiques, mais cela crée également un certain rythme et le travailleur doit accomplir son travail dans un temps imparti. S'il ne le fait pas, son échec est enregistré. Il recevra dans un premier temps de la formation, mais ensuite il y aura une action disciplinaire ou des sanctions. Le rythme qui est imposé a des répercussions sur le travailleur en matière de stress.
Et pour la livraison, vous voyez les différentes étapes euh, et outils qui suivent également les travailleurs. Donc, il y a une psychose de la peur qui est induite. Les travailleurs ont peur de faire la moindre erreur, faute de quoi il y aura des sanctions. Donc, la traçabilité en temps réel amène une responsabilité accrue, mais ces informations sont ensuite utilisées pour l'évaluation des performances. Nous avons également vu que si ces informations sont utilisées seulement pour l'affectation des ressources, très bien, mais c'est également utilisé pour faire le programme des travailleurs et souvent, les travailleurs reçoivent un WhatsApp en fin de matinée pour leur dire qu'il faut être dans l'usine en début d'après-midi euh, et les travailleurs n'ont aucun choix que de se conformer. Cela a un impact sur leurs revenus. Et nous voyons également un passage du travail permanent au travail vers le travail temporaire et le travail informel. J'aimerais maintenant parler de la construction automobile, une étape en particulier qui est la chaîne d'assemblage ou de montage. Lorsque vous travaillez sur la chaîne, c'est là où toutes les pièces sont montées. Le travailleur doit aller chercher les pièces et commence son montage. On a introduit là encore des véhicules automatisés, autoguidés. Le travailleur n'est plus obligé de se déplacer pour aller chercher les pièces. Les pièces lui sont apportées, mais il doit non seulement faire le montage, mais d'autres tâches, de nombreuses autres tâches également. Encore une fois, ce sont ces véhicules qui donnent le rythme et le travailleur est sous pression pour accomplir le travail dans le temps imparti. Alors, l'on resserre ce flux tendu davantage dans ce secteur, plus que dans les autres. La motivation de faire avancer l'automatisation, c'est pour resserrer ce flux tendu et accroître l'efficience. Passons maintenant à l'aspect contrôle de qualité. Il s'agit d'une industrie qui a toujours eu des instructions de travail. La différence, c'est que l'on avait une fiche sur à sa station de travail et maintenant c'est électronique avec un temps, une limite de temps. En cas d'erreur, un drapeau rouge s'affiche et on doit répéter le processus. La peur de faire une erreur engendre beaucoup de stress chez les travailleurs. Et dans certaines usines, nous avons vu l'instauration des systèmes Poka-Yoke. En cas d'erreur, la machine s'arrête automatiquement. C'est excellent à bien des égards, mais le problème, c'est que toutes ces erreurs sont enregistrées dans différents systèmes. Les données sont collectées, stockées et ensuite, il y aura une évaluation de la performance du travailleur, voire une procédure disciplinaire. Il y a différents types d'appareils de surveillance, les codes barres, les QR codes, les caméras de vidéosurveillance et des capteurs. Ce qui est intéressant, c'est que dans une usine en Malaisie, il y avait des codes barres et des caméras de vidéosurveillance. Lorsqu'une pièce sortait de la chaîne de montage, grâce à ce code barre, on savait quelle heure ce produit est passé. On pouvait voir le temps de travail sur cette pièce par le travailleur et prendre éventuellement des sanctions. Alors, la surveillance est bel et bien installée dans ce secteur. J'ai un troisième exemple qui concerne le secteur de la santé. Comme vous pouvez bien vous l'imaginer, le niveau d'automatisation est bien différent, mais nous avons d'un côté les médecins et les infirmiers
pour qui certains de ces outils posent problème et soucis non seulement pour ces professions, mais aussi par rapport aux soins à prodiguer aux patients. C'est surtout aux États-Unis et dans les autres pays développés que les systèmes d'information électronique ont été introduits dans les années 80 et cela s'est généralisé et ces systèmes sont maintenant présents dans bien des hôpitaux, même dans les pays en développement. Mais ce qui est nouveau, c'est la génération de rapports par l'IA générative. Nous le voyons surtout aux États-Unis, non pas dans nos études de cas, mais il est important de le signaler. Lorsque les médecins voient les patients, ils leur demandent est-ce que vous voulez bien utiliser cette IA générative pour enregistrer vos données et prendre la responsabilité des rapports. Cela pose des questions de confidentialité des données du patient, mais également sur ce que le médecin enregistre de l'expérience du patient. Ensuite, on dit les infirmiers sont surchargés, on peut utiliser l'IA générative pour répondre aux mails des patients. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça? Et les expériences conclues aux États-Unis avec des réponses erronées créent encore plus de travail pour les infirmiers qui doivent revoir toutes les réponses et les modifier. Alors, est-ce que c'est une bonne idée d'utiliser cette IA générative? Il y a un domaine où les choses ont été grandement améliorées par les algorithmes. C'est la transparence, le temps de réponse, meilleure affectation des ressources et meilleure gestion des urgences. Ces algorithmes ont créé beaucoup d'emplois pour ceux qui saisissent les données, qui doivent et aussi pour la numérisation des processus. Mais cela prend du temps qui peut être consacré aux soins des patients et cela pose des questions sur la confidentialité des données. Les plateformes de télémédecine sont beaucoup plus entraînées par la productivité qu'autre chose. La rémunération des médecins dépend de la vitesse de résolution du problème du patient grâce à des visites plus rapprochées, etc. Mais il y a l'autre côté, cela génère des revenus, mais ça pose un stress sur les personnels de santé. Et plus les systèmes sont développés, sophistiqués, l'on voit que le modèle de prise en charge évolue. Les médecins sont davantage surveillés. En Inde, dans un hôpital, les directeurs avaient décidé de créer un tableau de bord pour collecter des données sur les médecins, à savoir combien de temps pour faire le diagnostic, la posologie des médicaments, combien de temps il passe avec le patient, quel est le coût de cette consultation, etc. Donc, ils évaluent le médecin au fil du temps, mais également, ils le comparent avec d'autres médecins. Les médecins ne savent même pas que ce système est utilisé. Le problème, c'est que si ce domaine n'est pas réglementé, il peut y avoir des impacts très pervers sur la communauté des professionnels de la santé, et beaucoup plus dans les professions les médecins et les infirmiers que les travailleurs qui sont plus bas dans les échelons. Ça pose des questions vraiment très importantes. C'est intéressant de voir comment certaines technologies comme ces applications de santé numérique sont utilisées et comment on gère la confidentialité. Il n'y a pas eu de consultation dans nos études de cas. Les syndicats n'ont pas été impliqués. La seule exception, c'était les hôpitaux publics français. Et grâce au grand taux de syndicalisation, mais il y a un processus de consultation qui part de la base. Donc, allons de l'avant maintenant. J'aimerais parler de comment on peut
trouver un équilibre entre l'efficacité, les droits des travailleurs et la réduction des méfaits de l'IA. La première chose que j'aimerais dire concerne les limitations de l'IA et la gestion algorithmique. Je crois que il faut réfléchir au type de système et d'outils que nous voulons. Il faudrait viser le développement éthique de l'IA et éliminer la tromperie. Lorsque l'on parle des pratiques de gestion, même les cas d'usage de l'IA générative, je dirais que on ne peut pas utiliser l'IA générative pour dans le domaine de la santé. Si vous vous trouvez dans l'Union européenne, vous savez que c'est un domaine très haut risque sur le plan législatif, mais ce n'est pas vrai dans le reste du monde. Et il faut vraiment voir quels sont les mécanismes qu'il faudrait mettre en place. L'autre ligne rouge, pour moi, c'est au sujet de la collecte de données. On peut les utiliser pour l'affectation des ressources, mais non pas pour évaluer, punir ou discipliner les travailleurs ou pour créer des tensions sur le lieu de travail. Les tech et les prestataires de services ont une grande responsabilité. On ne les inclut pas dans la conversation. Les informaticiens aussi sont responsables du développement de systèmes d'IA beaucoup plus réactifs et qui sont susceptibles de réduire les tâches répétitives plutôt que de surveiller les humains ou d'utiliser de grands nombres de travailleurs invisibles. Ensuite, nous avons le rôle des investisseurs en capital risque. Est-ce qu'on peut réglementer ce rôle? Je crois que ce débat est nécessaire. L'IA existe grâce à ces investissements de ces capital risqueurs. Ethics. And this is especially Donc, tout ceci peut se faire grâce à différents outils et IA génératifs que nous développons. Il faut essayer de savoir comment la numérisation peut aider les travailleurs éduqués à permettre une meilleure production, contribuer à l'économie de leur société. Donc, si on estime que l'éducation peut être utilisée pour une transformation productive, comment faire en sorte d'utiliser cette solution miracle? Il faut des politiques d'emploi qui permettent cette transformation productive à travers les technologies et l'éducation pour avoir des emplois qui soient qui aient une grande valeur. Donc, nous devons essayer de réfléchir à la manière d'avoir des emplois qui soient significatifs pour le niveau d'éducation, une transformation significative de nos sociétés. Ensuite, en ce qui concerne la mise en œuvre et l'application des lois, alors il y a un dialogue et un cadre de loi dans l'Union européenne. Nous avons estimé qu'il y a eu des répercussions négatives pour certains travailleurs en raison des pratiques sur le lieu du travail. C'est parce que les lois ne sont pas toujours appliquées. De nombreuses sociétés ne s'y tiennent pas et c'est cela qui pose le problème. Donc, comment est-ce que et cela montre que le dialogue social et les relations industrielles sont très importantes dans ce processus. Il faut consulter les syndicats pour la mise en œuvre de ces technologies. D'ailleurs, il y a de bons exemples de conseils ouvriers en Allemagne et dans d'autres pays. Donc, c'est bien, mais nous devons montrer comment les syndicats peuvent avoir la capacité opérationnelle et les connaissances pour pouvoir avoir un débat au sujet des défis qui sont déjà présents et qui vont se présenter à nous à l'avenir. Donc, j'aimerais aussi conclure en disant que nous avons une plateforme nous permet de mener ce débat. Nous devons essayer de voir ensemble comment nous pouvons garantir un travail décent dans nos pays. Donc, réfléchissons à comment les réglementations, les conventions collectives
peuvent être appliquées à cette fin. Donc, merci beaucoup. Je vous rends la parole. Merci beaucoup, Ouma. C'était passionnant et vraiment très intéressant. Je crois que ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Je vais passer la parole à ma collègue Ségolène Journoux, qui a pour charge d'introduire et de lancer la discussion autour de votre présentation. Alors tout d'abord, merci beaucoup, Ouma, pour cet exposé et nous avoir permis de rentrer un petit peu plus finement dans ces différents impacts de l'IA sur le travail et de voir sous différents angles, effectivement, comment ça se passe, à la fois pour ceux qui développent l'IA, mais aussi pour ceux qui l'utilisent. Donc, on a pu voir ces deux facettes dans votre exposé de façon assez détaillée. Et ça a été très, très intéressant. Et peut-être pour ouvrir ce débat, je resterai sur votre dernière partie de l'exposé, hein, sur votre conclusion, pour aller un petit peu plus loin sur cet enjeu de dialogue social qui, pour nous, à l'ANAC, bien sûr, en France et aussi dans tous les pays, nous concerne beaucoup. Donc, on voit bien les impacts positifs. Alors là, on ne les a pas trop exposés, mais on les connaît bien. En tous les cas, ils sont plébiscités, hein, réduction des efforts, augmentation de la productivité, parfois réduction des risques, mais aussi négatifs. Et là, on les a vus, hein, le stress, l'isolement, parfois aussi une forme de passivité qu'on peut développer chez les utilisateurs. Et donc, la question, c'est vraiment vos recommandations pour les partenaires sociaux. Vous abordez un petit peu là ceux en Allemagne qui commencent à négocier, mais nous aussi en France, on commence à rentrer sur le sujet. Et parfois, c'est difficile pour eux, dans les entreprises, de rentrer sur ce sujet de façon efficace pour effectivement introduire au mieux cette IA dans l'entreprise, prémunir les risques, tout en favorisant son usage pour un travail décent. Donc, quelles seraient vos recommandations pour ces partenaires sociaux lorsqu'ils doivent se confronter à cette question si leur entreprise décide de mettre en place l'IA? Je m'arrêterai sur cette question, qui est déjà une grande question. Et puis, après, on passera la parole à nos auditeurs. N'hésitez pas à poser vos questions avec l'option questions-réponses dans la barre d'outils. Okay, should I respond to this from Segoline? Is that fine? Oui, s'il Oui. vous plaît. Yeah. Okay. Sorry for this interruption. This is a Votre very question, important. Ségolène, est très importante. Comment pouvons-nous faire en sorte que ce dialogue social soit lancé? Donc, j'aimerais revenir à ce que je disais et vous donner quelques exemples de comment nous pouvons procéder et comment les conseils ouvriers en Allemagne abordent la question, par exemple. Alors, s'agissant des technologies dont vous parlez, dans le domaine du bâtiment ou de l'électronique, que fait l'IA? Eh bien, elle fixe un algorithme, elle fixe la donne. Donc, je pense qu'on peut commencer à aborder la question depuis cet angle-là. Comment est-ce que l'on programme les ordinateurs sur 2, 3, 4? On dit à l'ordinateur, je veux l'efficacité, je veux que ça se fasse plus rapidement possible. Si le travail se fasse aussi rapidement que possible, il faut réduire le temps, etc. Donc, on pourrait programmer l'algorithme sur une période plus longue, par exemple. Et l'on peut aussi inclure un mécanisme qui permet de faire des pauses. Et c'est là, à mon avis, que les syndicats jouent un rôle très important parce qu'ils ont le pouvoir de négocier avec les syndicats dans les ateliers selon la technologie et selon ce qu'elle fait. Donc, comme on n'a pas
assez de temps, on est stressé et on fait des erreurs et les données sont enregistrées. Si on a suffisamment de temps, on est moins stressé et on arrive à faire le travail pour un parti. Donc, je pense que ce sont ces arguments-là qui doivent être utilisés lors des négociations. Il faut, lorsqu'on négocie, la question de savoir si on introduit des technologies ou pas, on doit savoir d'emblée ce à quoi sert la technologie, ce que fait le travailleur et ensuite parcourir toutes les étapes du processus de fabrication, de production et voir comment négocier, fixer le temps que l'on donne à chaque étape à travers ce processus. Donc, de temps donné à chaque travailleur, en tenant compte de pauses nécessaires. Donc, en Allemagne, c'est très intéressant. D'ailleurs, il y en a d'autres qui ont fait des études sur la question. Donc, il y a la numérisation, les processus de travail. Les conseils ouvriers en Allemagne sont très efficaces. Ils utilisent l'IA de manière effective sans collecte de données sur les travailleurs. Donc, c'est ça qui leur a permis de ne faire en sorte que les données ne soient pas collectées pour évaluer leur performance. Parce que le problème, c'est que si l'on collecte les données pour examiner certains paramètres par rapport à l'entreprise, très bien, mais si cela a des implications pour les travailleurs eux-mêmes, ça devient un problème. Et c'est exactement cela que font les pays nordiques. Ensuite, si l'on mène des consultations d'emblée à ce sujet, c'est magnifique. Mais parfois, les technologies sont utilisées alors que l'entreprise ne sait pas quelles sont les conséquences de ce système et ils découvrent au fur et à mesure. Et c'est là que l'on intervient et on essaye de demander des consultations d'emblée. Et pour cela, les syndicats doivent être informés, renforcer leurs capacités selon l'industrie concernée. Ils doivent être équipés pour pouvoir mener ce genre de dialogue. Entendu, merci beaucoup, Ouma, pour ces précisions. Alors, j'enchaîne avec quelques questions posées par nos auditeurs, notamment concernant la soumission des travailleurs au rythme des machines dans l'automobile. Quelle différence voyez-vous avec l'introduction de l'IA versus la robotisation? Est-ce que ça a augmenté cette soumission ou pas? Alors ça, c'est une première question, puis j'enchaîne toujours avec une autre. Avez-vous entendu parler du projet d'anonymisation des données de justice en France par les fonctionnaires? Annotation des données et donc non délocalisées. Donc ça, c'est par rapport à l'anonymisation des données, notamment dans le secteur de la justice. Voilà, deux questions pour le moment. Can I have the first question again? It was not very clear. I have the second question. If somebody C'est can. pas très clair. Alors, la première question concerne la soumission, entre guillemets, des travailleurs, la soumission au rythme des machines dans l'automobile lorsqu'ils sont guidés par l'IA par rapport à la robotisation. Est-ce qu'il y a une différence entre l'IA aux commandes et les robots aux commandes par rapport au rythme donné, aux cadences de travail? Yeah, thanks a lot. I got Merci. Alors maintenant, j'ai les deux questions. Concernant ces travailleurs qui doivent se conformer, se soumettre au rythme de l'IA, effectivement. Alors, il y a des algorithmes qui sont fixés pour justement donner la cadence du travail, fixer un temps. Donc, les systèmes sont pas nécessairement déjà en Europe. De nombreux fabricants automobiles ne l'ont pas encore introduit, mais dans leur filiale,
à l'étranger, hors Europe, ils ont déjà de tels systèmes. En Malaisie, en Argentine, où il n'y a pas de réglementation à ce sujet, ce genre de mécanisme a été mis en place. Donc, ça soulève une autre question, parce que lorsqu'on a des règles et des réglementations, des lois dans d'autres parties du monde, on peut y adhérer au sein de nos juridictions, de nos pays, mais à outre-mer, souvent, il y a quand même cette robotisation, ces pratiques algorithmiques qui sont introduites. Donc, est-ce que les entreprises peuvent se conformer à certains systèmes dans ces pays pour faire en sorte que les conditions de travail des travailleurs dans ce pays soient telles qu'ils ne soient pas exploités? Euh, ça peut aussi montrer la voie de meilleurs systèmes pour ces pays. En ce qui concerne la question de la branche judiciaire, euh, je ne suis pas informée, on ne m'a pas parlé de cette annotation des données judiciaires. Merci. OK. Alors, autre angle que également est soulevé, c'est par rapport au risque professionnel. On voit bien que donc l'impact de l'IA sur le travail et sur des risques potentiels. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un travail qui est engagé en matière de prévention de ce risque lié à l'utilisation de l'IA? Est-ce que c'est pris en compte aujourd'hui, notamment sur ceux qui développent, ils créent l'IA? Est-ce qu'ils sont sensibilisés à ces risques et les moyens de prévenir ces risques? I think this is a Alors, très bonne question, très importante aussi. Quant à savoir si ceux qui développent ces systèmes sont conscients des risques. Nous avons mené des entretiens avec de nombreux informaticiens et ils sont nombreux à en être conscients, mais souvent, alors deux choses se passent. Souvent, ils ne peuvent rien faire parce que euh, on leur dit très clairement quelles sont les fonctions qu'ils doivent viser et c'est généralement plus d'efficacité, c'est cela qu'ils ciblent. Et donc, en faisant, en développant les IA, souvent ils réalisent à quel point ça peut être dangereux et souvent ils réalisent ce sur quoi ils travaillent et cherchent un autre emploi ou cherchent à faire autre chose à la place. Mais il y a ceux qui ne tiennent pas compte des risques, qui ne les voient pas et croient simplement au fait que ce sera plus efficace et donc continue à développer ces produits. Donc, c'est une des raisons dont je parlais tout à l'heure. Donc, il y a la responsabilité des grandes entreprises technologiques et des informaticiens qui développent ces produits. Je pense que il faut engager, il faut échanger avec ces entreprises, ces informaticiens pour qu'ils prennent conscience euh, et sans sens que cette nouvelle technologie ne pose pas de risque pour les travailleurs et ils mettent en place des stratégies pour atténuer les risques, pour protéger les travailleurs. Le processus, souvent, cela ne nécessite pas au défaut. On parlait tout à l'heure de la cadence, là, des délais. Comment fixer l'algorithme afin qu'il y ait des pauses, une cadence raisonnable? Certaines choses ne sont pas nécessaires. Par exemple, pourquoi surveiller et contrôler les travailleurs régulièrement? S'il y a certaines erreurs, eh bien, vous essayez ensuite d'enquêter pour savoir ce qui s'est passé, aider le travailleur pour qu'il soit mieux formé, faire en sorte que le travailleur puisse apprendre et s'améliorer son travail. Donc, les mécanismes peuvent être mis en place. Une discussion doit avoir lieu entre la direction et les syndicats afin que le système qui soit mis en place soit utile pour les deux. C'est pas dire non, pas de robotisation, automatisation, rien de tout cela. Non, c'est possible, mais il faut que ce soit fait de manière responsable. Pas besoin de contrôler les travailleurs comme on le fait actuellement. Et ça en dit long aussi sur la confiance. Parce que si les niveaux de surveillance, de contrôle sont vraiment vraiment élevés, ça signifie qu'il n'y a plus de confiance entre les travailleurs et la direction. C'est que euh,
Vous êtes suspicieux, tant du côté des travailleurs que du côté de la direction. Donc, comment renforcer cette confiance? Comment faire en sorte qu'il y ait une meilleure confiance au sein de l'entreprise pour que tous travaillent dans un même objectif et ainsi vous aurez des meilleurs systèmes qui seront bénéfiques pour les deux. Alors, une dernière question concernant, j'allais dire, le travail invisible et tous ceux qui enregistrent les pays et les données, pardon, dans les pays en voie de développement. Avez-vous des exemples quand même d'entreprises qui développent l'IA, qui utilisent des micro-travailleurs qui ne soient pas dans des pays en voie de développement, mais plutôt dans les pays de l'OCDE? Oui, tout à fait. Cela existe également. Nous savons que la modération de contenu se fait dans certaines parties des États-Unis. Nous savons également, à la lumière d'études qui ont été réalisées, que ça se fait également en France, qu'il y a ces micro-travailleurs qui assument ces tâches, mais dans de nombreux pays européens. Si vous cherchez à savoir qui sont ces micro-travailleurs, ce sont souvent les populations de migrants ou de réfugiés qui sont à la recherche d'un emploi et qui, entre-temps, eh bien, font ce type de travail. Mais la proportion par rapport aux pays en développement est très différente. Mais suite à l'enquête globale que nous avons menée, nous avons trouvé des micro-travailleurs partout, dans les pays en développement, dans les pays développés, dans les pays les moins avancés. Vous avez des entreprises qui sont établies en Europe ou aux États-Unis. Ces sociétés de BPO AI, là, les effectifs sont très réduits, mais les travailleurs, ils sont dans les pays en développement. Et ça, c'est un phénomène croissant. Ok, alors peut-être une toute dernière question, même si on arrive au terme de cet échange. Néanmoins, je pense que la question est importante, c'est sur le cadre législatif et la vitesse de développement de l'IA. On voit bien que l'IA se développe très vite, a un impact également plus ou moins prévisible sur le travail. Du coup, comment adapter au plus vite ce cadre législatif par rapport à ce développement exponentiel de l'IA? Est-ce que vous avez des exemples, notamment en Allemagne ou dans d'autres pays d'Europe, comment ils font pour adapter ces dispositifs à ce qui se passe dans l'IA et qui va très, très vite? Et après, on terminera avec cette question. Merci, Uma. Oui, à l'évidence, la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle évolue et de savoir qu'est-ce qui peut être autorisé ou non sur le plan législatif, c'est une grosse question, une question très importante qui se pose. Nous avons cette loi de l'Union européenne sur l'intelligence artificielle qui fixe un certain nombre de limites, mais la façon dont on développe les risques élevés, moyens ou faibles, eh bien, il y a différents éléments qui peuvent être mis dans les différentes catégories, mais il est nécessaire de voir précisément comment l'intelligence artificielle est utilisée si l'on réfléchit aux pays scandinaves notamment, et si l'on cherche à voir ce qui se passe là-bas, et en Allemagne, pour ce qui est des comités d'entreprise, eh bien, ils essayent d'utiliser la loi GDPR et d'autres lois pour savoir comment atténuer certains des risques qui existent actuellement et qui confrontent les travailleurs. Ce sont des travaux en cours. Nous n'avons pas de résultats définitifs. On réfléchit beaucoup, évidemment, à cette question de la vitesse à laquelle le cadre législatif doit évoluer en fonction de la vitesse d'évolution de l'intelligence artificielle. Donc, merci pour ces questions. Merci à vous, Uma, et merci à tous pour avoir suivi et aussi posé ces nombreuses questions. Toutes n'ont pas pu être abordées, désolée.
Voilà, mais nous vous remercions. Alors, à présent, nous avons une pause jusqu'à peu près 11 heures et puis nous enchaînons avec la suite de notre programme. Merci beaucoup.